La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur le rôle croissant des neurosciences dans les champs pédagogiques et l'étude du développement des enfants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici dans le petit auditorium de la BNF. Merci pour ceux qui sont là, d'être là en vrai, en présentiel, presque plus masqué, ce qui est formidable. Vous pouvez aussi nous retrouver en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce 4e épisode de nos débats au cœur de la science, consacré cette année aux intelligences, au pluriel, après avoir abordé l'intelligence dite artificielle et puis celle des autres animaux. Nous allons aujourd'hui nous interroger sur l'art et la manière de développer l'intelligence de nos enfants, des autres enfants aussi. Là encore, il s'agit d'intelligence plurielle. Il n'y a pas une seule forme d'intelligence, comme nous ne manquerons pas de le rappeler avec nos intervenants. Mais comment aider les enfants à développer toutes leurs intelligences, justement, pour mieux apprendre ? À l'école d'abord, quelles formes d'apprentissage sont les plus adaptées ? Pour qui et pourquoi ? Y a-t-il une intelligence scolaire ? À quoi et à qui servent les fameux tests de QI ? Comment éviter de mettre l'intelligence en case et en compétition ? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre à la lumière des plus récentes recherches et découvertes en neurosciences, notamment sur l'extraordinaire plasticité du cerveau, mais aussi à travers des enquêtes sociologiques pour comprendre ce qui marche, ce qui fonctionne ou pas, et comment mieux développer nos intelligences, en compagnie donc de nos 3 intervenants. Sylvie Chocron, bonsoir. Alors, vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Vision et Cognition à la Fondation ophtalmologique Rothschild, autrice de plusieurs ouvrages. On peut citer « Peut-on mesurer l'intelligence ?» et « Une journée dans le cerveau d'Anna, notre cerveau décrypté par les neurosciences ». Sandrine Garcia, bonjour. Bonjour. Bonsoir, c'est plus juste. Vous êtes sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous analysez dans vos enquêtes les différentes démarches pédagogiques, mais aussi les inégalités d'apprentissage. Vous avez notamment publié Le goût de l'effort, la construction familiale des dispositions scolaires. Et puis nous devrions être avec Édouard Gentas en visio. Bonsoir Édouard Gentas, je vous vois. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis chez vous. Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève. Le neuropsychologue, l'éminent chercheur que vous êtes, est aussi l'auteur de La main, le cerveau et le toucher, approche multisensorielle et nouvelles technologies, mais également de l'enfant prématuré, développement neurocognitif et affectif. Alors comment toutes ces recherches, toutes vos recherches, ont changé notre perception de l'intelligence et des intelligences des enfants? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à partir de ce superbe document que je vais vous montrer tout de suite, original, issu de des collections de la BNF. Ce sont des petits trésors qui ouvrent toujours nos conférences, disponibles sur Gallica. Vous le voyez, ce sont les idées modernes des enfants, la couverture du livre signé Alfred Binet, le célèbre psychologue et pédagogue français, précurseur des premiers tests de mesure de l'intelligence. Sauf que dans cet ouvrage, publié en 1909, 2 ans avant sa mort, Alfred Binet, que l'on résume un peu trop caricaturalement comme l'inventeur des tests de QI, et dont on rappelle souvent la célèbre boutade « L'intelligence n'est que ce que mesurent mes tests », Alfred Binet a beaucoup évolué. Ses recherches, menées notamment dans son laboratoire de psychologie expérimentale, en particulier avec des enfants dits, avec tous les guillemets possibles, et c'était en 1900, des enfants dits anormaux, il a constaté, je le cite, que l'éducation de quelqu'un est susceptible de développement. Et dans cet ouvrage, donc l'éducation moderne des enfants en 1909, il consacre carrément un chapitre entier à l'éducation de l'intelligence, qu'il ne s'agit plus seulement d'agir sur le niveau d'instruction, mais bien sur la capacité à apprendre, ce qui fait que Binet soulève au fond déjà, en 1909, des questions toujours d'actualité sur l'éducation personnalisée, sur le respect des rythmes biologiques. Est-ce qu'on peut dire, Sylvie Chocron, qu'Alfred Binet, à la fin de sa vie, avait commencé à comprendre ce que les neurosciences confirment aujourd'hui, c'est-à-dire la plasticité, les capacités fantastiques d'apprentissage des enfants et même de rééducation ?
Exactement. Donc, en fait, on sait maintenant que ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se modifier après une expérience, quelle qu'elle soit. Et donc, je pense qu'à l'époque, Binet avait une attitude qui était relativement louable parce que sa première intention, c'était de ne pas mélanger des enfants qui avaient du mal à apprendre et donc qui avaient peut-être des difficultés sur le plan cognitif, avec des enfants qui avaient peut-être des difficultés sur le plan plus de la personnalité, des troubles de la personnalité, et qui relevaient du domaine de la psychiatrie. Et donc, il a voulu essayer de mesurer ses capacités cognitives, dans le but aussi de pouvoir les entraîner de manière spécifique, de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un terme très chic de la remédiation cognitive, qui à l'époque était une forme de rééducation dans l'esprit de Binet. Et donc l'idée, c'était vraiment de trouver les moyens les plus adaptés pour qu'un enfant puisse bénéficier des apprentissages. Donc c'était très précurseur. Et ce qui veut dire aussi que ce précurseur, c'est lui qui a inventé, été pionnier dans les premiers tests d'intelligence. Vous avez, Sylvie Choqueron, écrit une petite pomme du savoir. Peut-on mesurer l'intelligence, dans lequel vous n'êtes pas tendre avec les différents tests? Mais donc, il s'est rendu compte à la fois peut-être de l'utilité de ces tests, mais aussi qu'il ne fallait surtout pas figer les choses, c'est ça? Voilà, il s'est aussi sans doute rendu compte du danger de ces tests. Pour construire ces tests, il a été obligé d'avoir une démarche standardisée, étalonnée, parce que le but du jeu, c'était d'avoir une norme et que ces tests puissent décrire entre guillemets l'intelligence moyenne, et donc les sujets qui se situaient dans cette intelligence moyenne, ceux qui étaient au-delà de la moyenne, ceux qui étaient en dessous de la moyenne. Mais néanmoins, quand on raconte cette boutade, quand on demandait à Binet qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'il disait c'est ce que mesurent mes tests, c'est parce que intuitivement il savait aussi bien que nous qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que l'intelligence. Et si on ouvre un livre de neurosciences, on va pas trouver de chapitre sur l'intelligence, parce que l'intelligence, ça n'existe pas d'un point de vue neuroscientifique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence? On va y venir tout de suite, mais avant, je voudrais faire réagir le professeur Édouard Gentaz, neuropsychologue. Justement, pour vous, Édouard Gentaz, Alfred Binet, inventeur des tests, inventeur aussi de l'apprentissage possible. Comment est-ce que vous voyez ces idées modernes sur les enfants aujourd'hui, avec votre regard à vous? Oui, alors moi j'ai un autre. Alors je vais vous donner un autre point de vue. Oui. Alors, Binet, pour moi, c'est une illustration typique des liens entre la recherche et l'instruction et l'école. Parce que Binet, en fait, il répond à une commande de l'instruction publique qui dit voilà, je dois scolariser tout un tas d'enfants qui d'habitude n'allaient pas à l'école. Les maîtres doivent accueillir tout un tas d'enfants, et donc il faut que je trouve un instrument, une échelle. Attention, il n'a jamais utilisé le concept de QI ou de quotient, c'est pas du tout lui qui l'a mis en évidence, c'est beaucoup plus tard, Burt et les Américains qui ont fait ça, mais lui, il était bien dans une perspective d'outils à proposer qui était le plus objectif possible compte tenu de l'époque, pour répondre à une demande de l'instruction qui était d'aider justement, comme disait Sylvie, à aider les maîtres à repérer quand ils arrivent en classe, s'ils ont des difficultés d'apprentissage. Est-ce qu'en fait, ils ont les compétences cognitives de base, donc l'intelligence, la capacité à raisonner, à s'adapter, à résoudre des problèmes complexes, à tout simplement mémoriser, apprendre, et donc du coup à réussir à lire, écrire, à réussir à l'école, ou est-ce que c'était d'autres troubles psychiatriques, de comportement, de déficience, et qui du coup nécessitent une prise en charge spécifique. Donc c'est vraiment voilà. Et puis c'est pas du tout le premier psychologue qui pense que typiquement il y a une plasticité dans l'apprentissage, puisque lui c'est un héritier de tout un tas de pédagogues et chercheurs qui montrent par exemple, si vous voulez aller voir, lui plutôt il discute le côté qu'est-ce qui peut être la part d'inné et comment l'éducation peut modifier cette affaire-là. Et si vous remontez avant, par exemple, en France, vous avez Victor de l'Aveyron avec Itard, qui lui, justement, il discutait de la plasticité. Donc, est-ce qu'on peut quand même apprendre le rôle... Enfin, il y a tout un tas de pédagogues bien avant Binet qui pensaient justement qu'un environnement riche
stimulants permettaient aux enfants d'améliorer leur capacité à raisonner, à s'adapter au monde et à résoudre des problèmes complexes. Alors, est-ce que lui, il ne faisait pas une théorie de l'intelligence. Lui, il développait un instrument, une échelle qui permettait d'aider les maîtres. C'est qu'après, il y a eu tout un tas de théories sur l'intelligence. Et il faut bien différencier ce qui relève d'instruments pratiques pour essayer d'aider les praticiens, d'autre part des recherches théoriques sur l'intelligence. Et comme disait ma collègue, là c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des grands débats, on a des problèmes de définition. D'ailleurs, les gens n'utilisent plus tellement intelligence. Mais justement, c'est ça que j'avais envie de vous demander, et de vous demander à chacun d'ailleurs, pas votre définition de l'intelligence, mais au fond, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence? Sylvie Choqueron disait que ça n'existe pas en neurosciences. Vous, je crois que vous parlez de compétences, Édouard Gentas. Ça n'existe pas, mais par exemple, en psychologie, vous allez beaucoup entendre parler de fonctions exécutives, de mémoire de travail, de compétences cognitives, de compétences attentionnelles. Enfin, c'est tout un d'autres mots qui sont utilisés. Et ce concept d'intelligence, il est trop marqué parce que derrière, dès que vous dites intelligence, les gens pensent QI et du coup, ça bloque parce que tout le monde a une représentation. Donc, c'est un mot qui va empêcher de penser le côté flexibilité, multidimensionnel, le côté qu'est-ce qui est la part propre de l'enfant, la part de l'environnement. Donc, du coup, maintenant, on élimine cette affaire-là. Mais derrière, quand vous êtes avec des maîtres et tout ça, vous avez toujours la discussion de est-ce qu'il a les compétences, est-ce qu'il a les capacités pour apprendre à lire, pour résoudre des problèmes mathématiques et pour suivre le cursus scolaire. On va en parler aussi avec notre sociologue Sandrine Garcia, mais je veux bien, Sylvie Choqueron, juste nous arrêter sur ce mot d'intelligence. De quoi parle-t-on ? C'est le mot qu'on a employé, c'est le mot titre de ce cycle, même si on sait bien qu'il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. Alors exactement, et du coup, c'est vrai que moi, si j'ai posé la question, peut-on mesurer l'intelligence ? C'est parce que ce concept, il est véhiculé au cours du temps par tout un tas de chercheurs et par la population elle-même, et que les gens aimeraient qu'on leur dise ce que c'est que l'intelligence et où est-ce que c'est situé dans le cerveau, mais on est bien incapable de faire ça, parce que finalement, ce qu'on appelle couramment l'intelligence, c'est vraiment la capacité à s'adapter, à résoudre des problèmes, à être parfaitement adapté dans le monde dans lequel on vit. Et pour faire ça, on a besoin de toutes nos compétences, notre perception, notre attention, notre langage, notre motricité, etc., comme le disait Édouard. Et le fait est que quand on teste l'intelligence, ce qu'on teste, c'est toutes ces capacités-là. Et donc, on pense tester l'intelligence, mais en réalité, on teste notre perception visuelle, auditive, notre motricité, nos gestes, notre langage, notre attention. Et donc, finalement, il ne faut pas oublier que les tests sont censés mesurer l'intelligence, mais ils mesurent essentiellement toutes nos capacités. Ce qui veut dire à l'inverse que si on a un problème de langage, d'attention, de vision, de motricité ou quoi que ce soit, ces tests vont être écrétés. On va penser du coup, comme on mesurait l'intelligence, on va penser que les gens ont un niveau intellectuel inférieur, alors qu'en réalité, ils avaient peut-être un problème de langage, un problème d'attention, un problème de perception visuelle, et ils n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir, et ainsi de suite. Donc c'est là où il faut être vraiment très prudent dans les mots qu'on utilise et dans ce qu'on fait dire aux tests. Ce sont des outils, on est bien d'accord, mais comment les employer ? Alors, je veux bien votre regard là-dessus, Sandrine Garcia, bien sûr. Vous êtes sociologue, chercheuse aussi à l'Institut de recherche sur l'éducation. Quel est votre constat, vous, par rapport à la manière d'éduquer les enfants, de mesurer leur intelligence et à cette évolution, et aussi à l'apport des neurosciences face aux maîtres, finalement, parce que vous menez des enquêtes sur le terrain, à l'école, et pas en laboratoire. Oui, j'en ai mené quelques-unes, enfin une en particulier sur la lecture avec Anne-Claudine Holler, maître de conférence à l'université Paris-Créteil. En fait, nous, les sociologues ne parlent pas d'intelligence, sinon pour critiquer ce que Bourdieu a appelé en 64, dans son fameux livre Les Héritiers, l'idéologie du don. C'est-à-dire qu'on le perçoit plutôt comme une idéologie, l'idée selon laquelle, effectivement, dans une vision un peu réductrice que dénonçait Sylvie Choqueron, l'idée de quelque chose d'inné qui renvoierait à une seule compétence, alors que, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une multitude d'aptitudes qui sont développées. Alors, justement, l'apport de la sociologie, l'apport historique, ça a été quand même de découvrir l'importance des déterminants sociaux dans le développement d'un certain nombre d'aptitudes qui vont donner lieu à ce qu'on
appelle la réussite scolaire ou l'échec, éventuellement. Et de montrer que, en fait, on désigne souvent, enfin à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a une vision évidemment beaucoup moins naïve de ce que c'est que l'intelligence. On parle plus en termes de dons, de sous-doués comme on le faisait avant. Mais en tout cas, c'était de montrer que on avait, enfin, ce qu'on faisait quand on parlait de dons, c'est qu'on transformait finalement le privilège social en mérite. Et ce privilège social, il est composé de quoi ? C'est là-dessus que j'ai un peu travaillé et que d'autres ont travaillé, comme toute l'équipe autour de Bernard Lahire avec Enfance de classe, sur les pratiques éducatives, parce que ça, c'était un peu une boîte noire. On faisait comme si, c'est vrai que c'était un peu les limites de ces théories des années 60 qui ont montré quand même la corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. La limite, c'était de pas ouvrir la boîte noire ou pas suffisamment, de supposer que la corrélation était causalité en fait, et que cet héritage culturel, il se transmettait de manière un peu par ce qu'on parlait d'osmose, de ce qu'on dit dans le langage courant, le bain culturel. Et vous avez constaté que ce n'est pas vrai ou pas si évident que ça, que de même il ne faut pas généraliser. Ça existe, la transmission par osmose, et dans l'enquête ELF, on a montré par exemple non seulement des différences de volume de vocabulaire chez les enfants dès 2 ans, mais aussi du type de vocabulaire, et avec des références plus importantes à l'abstraction chez les enfants d'origine sociale culturellement favorisée. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'osmose. Mais c'est quand même le produit d'un apprentissage systématique, parce que c'est plutôt des parents aussi qui vont avoir un type qui vont lire avec leurs enfants les albums d'une certaine manière, qui vont interrompre leur lecture pour poser des questions. Et donc ça va construire quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la réflexivité. Voilà. Après, on travaille aussi beaucoup plus. Donc, l'ouverture de la boîte noire, c'était aussi de dire, oui, il y a de l'osmose certainement, mais est-ce qu'il y a que de l'osmose ? Est-ce que c'est pas, une vision un peu facile, capital culturel, héritage, réussite scolaire ? Et on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, en allant beaucoup plus dans les familles, en faisant de l'observation, en faisant des entretiens qui s'intéressent aux pratiques concrètes, pas les conceptions de l'éducation, parce que ça n'apporte rien en sociologie. Il y a trop de biais de désirabilité sociale, mais plutôt ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous les aidez, comment vous surveillez les devoirs, comment vous intervenez, est-ce que vous êtes à côté, ou est-ce que des choses comme ça. Et ce que montrent ces recherches qui portent sur les pratiques éducatives familiales, c'est que les parents, il y a des très grandes différences et qui ont forcément des effets. Alors je dirais pas sur l'intelligence parce que nous on n'utilise pas ça, mais sur les aptitudes cognitives, il y a des très grandes différences de pratiques familiales. C'est-à-dire que très tôt, il y a des familles, alors c'est très courant avec l'apprentissage de lecture, tout un ensemble de familles situées socialement, bien sûr, du côté plutôt des classes moyennes, qui vont apprendre à lire à leurs enfants, ou alors avoir, sans que ce soit vraiment un apprentissage formel, c'est plutôt une sensibilisation qui vont avoir pour effet de développer ce qu'on appelle la conscience phonologique. On joue avec l'alphabet, on met des lettres sur le frigo et on demande à l'enfant ce que ça fait. On joue un petit peu, ça peut prendre des formes plus ou moins formelles, mais clairement, ça développe. Alors, il y a des travaux qui se développent là-dessus. Ça développe des aptitudes cognitives qui sont ce qu'on appelle la conscience phonologique et qui vont ensuite avoir des effets positifs sur l'apprentissage. Donc, la position du sociologue aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de cette naïveté qui consiste à présupposer que ce que l'enfant acquiert en termes d'aptitudes scolairement mesurées ou mesurables, c'est ce que l'école produit. Ça, faut vraiment sortir de là. C'est complètement dépassé. En réalité, l'école n'est pas prescriptrice pour l'ensemble des familles. Elle ne l'est que pour une partie des familles. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de familles avec des caractéristiques sociales bien particulières qui feront de toute façon ce qu'elles estiment devoir faire. Elles feront des apprentissages avec leurs enfants, même compter, c'est varié et c'est divers, et on fait comme si ça n'existait pas, et l'école, quand on mesure avec des tests à l'école, on mesure aussi ce qui est produit dans la famille, et ça on l'ignore complètement très longtemps. On présuppose, alors on va se demander comment changer les pratiques pédagogiques, comment changer ci ou ça, mais on fait comme si la famille était, sur le plan des apprentissages proprement scolaires, du développement des aptitudes cognitives, un lieu neutre. Il y aurait juste une espèce d'environnement avec des facteurs favorables, on serait plus ou moins stimulé, stimulant, etc. Mais en fait, c'est même pas en ces termes que ça se pose. C'est qu'il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre des apprentissages proprement cognitifs.
Sylvie Choqueron, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus parce que je trouve que ce que vient de dire Sandrine Garcia, ça montre à la fois qu'il faut pas généraliser, qu'effectivement il y a des inégalités sociales, vous avez travaillé dessus, mais qu'il n'y a pas que ça et que c'est tout un environnement qui finalement modèle aussi le cerveau. On est effectivement, nous êtres humains, très malléables et donc rien n'est une fatalité non plus. Enfin, alors, c'est ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Effectivement, les enfants sont largement influencés, non seulement par ce qu'ils font à l'école, mais par tout ce qu'ils vivent de manière générale dans leur famille, avec leurs amis, avec tout le monde. Et donc, en fait, on dit que finalement, ce qu'on observe du fonctionnement d'un enfant, c'est l'interaction entre son cerveau qui mature, qui se développe, entre les apprentissages qui sont délivrés par des adultes spécialistes à l'école et les acquisitions qui sont permises grâce aux stimulations du milieu. Et donc, un ensemble. Ce qu'on observe, ça va être vraiment le résultat de tout ça. Et Sandrine le disait très bien. On sait maintenant, par exemple, que si on montre si on expose des bébés à des livres, même que d'images, et qu'on leur raconte des histoires des quelques mois de vie, des 2-3 mois de vie, on sait qu'il y aura un bénéfice pour l'apprentissage de la lecture ultérieurement. Et donc ça commence très très tôt. Le cerveau du bébé se développe in utero et dès la naissance, évidemment, grâce aux stimulations du milieu. On sait à quel point les stimulations du milieu dès la naissance, elles vont être cruciales. On peut citer l'exemple des enfants qui ont grandi dans les orphelinats, en Roumanie par exemple, dans des environnements qui sont très pauvres en termes de stimulation, et on sait à quel point cette absence de stimulation adéquate dès la naissance a eu un effet sur le développement du cerveau de l'enfant. Alors, d'un côté, ça marche pour le développement, effectivement, donc la richesse du milieu forcément contribue au développement du cerveau, d'autant que chez l'être humain, le cerveau n'est pas mature à la naissance. Et donc, le cerveau du bébé, il est prééquipé pour développer des fonctions. Mais si jamais l'environnement n'apporte pas les stimulations qu'il doit apporter, le cerveau ne se développera pas comme il devrait. C'est le cas, par exemple, des enfants sauvages qui naissent avec un cerveau totalement sain, mais néanmoins, s'ils grandissent dans la forêt, au milieu des animaux, ils ne développeront pas le langage parce qu'ils n'ont pas été stimulés de manière adéquate avec le langage. Et donc, on sait que le milieu, évidemment, et la richesse du milieu influence le développement cérébral au-delà même des simples apprentissages à l'école. Mais on sait aussi que si un enfant naît avec un cerveau qui présente des dysfonctionnements, quels qu'ils soient, ou si un enfant a une lésion cérébrale dans l'enfance, on va aussi pouvoir, grâce à des stimulations adaptées, lui permettre de développer certaines fonctions, de restaurer des fonctions, et c'est ce qu'on fait dans notre pratique clinique. Et donc, je change de casquette. Oui, par exemple. À l'hôpital, on peut apprendre à un enfant à voir s'il a eu une lésion des régions cérébrales qui gèrent la vision. Donc, nous, on reçoit des enfants qui ont des troubles qu'on appelle neurovisuels, qui ont donc du mal à détecter ce qu'il y a autour d'eux visuellement, à le comprendre, à l'analyser, à le mémoriser. Ces enfants, on va pouvoir leur apprendre à voir avec des stimulations spécifiques qui ne sont pas les stimulations naturelles de l'environnement qui, elles, ne sont pas assez efficaces, mais qui vont être des stimulations, par exemple, lumineuses, dans l'obscurité, en mouvement, associées à d'autres modalités sensorielles. Donc, on a les moyens de passer par d'autres voies pour essayer de restaurer des fonctions. Et quand, comme moi, on vient de la neuropsychologie de l'adulte, où moi j'ai réappris à parler à des aphasiques âgés, à des amnésiques qui avaient eu des AVC et qui étaient des sujets adultes âgés, c'est très difficile pour moi d'imaginer que des fonctions ne peuvent pas être restaurées chez l'enfant qui a eu une lésion autour de la naissance ou dans la petite enfance. Et donc il y a tout un travail vraiment de restauration, de rééducation, de remédiation, peu importe le terme qu'on emploie,
qui vise à expliquer que ne pas avoir pu apprendre à lire en temps et en heure n'est pas une fatalité, qu'avoir des difficultés à compter n'est pas une fatalité. Et on a même monté un groupe de réflexion au niveau national sur la prise en charge des troubles des apprentissages chez l'adulte, chez le jeune adulte, qui n'ont pas été pris en charge dans leur enfance et qui sont gênés à l'arrivée dans la vie professionnelle parce qu'ils ont des troubles de la lecture, de l'écriture, du calcul qui les gênent et qui n'ont jamais été pris en charge de manière suffisamment spécifique pour restaurer les fonctions. Donc, rien n'est une fatalité, et de l'intérêt de pouvoir prendre en charge, en connaissant finalement, Édouard Genta, c'est le titre d'un de vos ouvrages, la vie secrète des enfants. Qu'en pense justement le neuropsychologue que vous êtes? Sylvie Chocron disait rien n'est une fatalité. Est-ce qu'on peut, alors je dis pas tout réparer, mais est-ce qu'on peut véritablement, maintenant avec ce qu'on sait, pouvoir faire véritablement avancer les choses et permettre à des enfants qu'on aurait jugés inaptes ou incapables, simplement de réparer les fonctions qui sont troublées. Vous parlez à l'école ou au point de vue des enfants spécifiquement atteints de... Un peu partout. Vous pensez à quel secteur? Parce que c'est très différent si vous parlez de l'école conventionnelle pour accueillir et puis comment tout le système éducatif s'est transformé depuis un siècle pour essayer de prendre en compte de plus en plus d'enfants qui arrivent à tous les niveaux et puis de plus en plus haut. Et puis maintenant, typiquement à l'université, par exemple, où le public n'est pas du tout le même qu'il y a 30 ou 40 ans. Ou est-ce que vous parlez d'enfants qui, par exemple, auraient des troubles neurovisuels et qui iraient voir Sylvie parce qu'il y a besoin de rééducation? Mais ce que je me demande, c'est comment finalement les neurosciences peuvent apporter quelque chose et être pratiquement utilisées, que ce soit à l'école, même si c'est plus compliqué, ou spécifiquement. Alors pour moi, les neurosciences n'apportent strictement rien à l'enseignement. Mm-hmm. Les neurosciences, elles éclairent l'enseignant sur comme quoi, quelle est la base cérébrale de tel comportement qu'il a observé. Donc, ça apporte là une connaissance en dessous du niveau de la base cérébrale, mais on pourrait aller plus bas, la base biochimique, mais ça ne dit en rien du tout sur comment enseigner. Il n'y a aucune recherche en neurosciences qui va dire à l'enseignant comment faut enseigner telle ou telle chose. Mais c'est peut-être pas comment enseigner, mais comment faire avec les inégalités d'apprentissage. Si vous êtes professionnel, ce qui compte, c'est quel est le geste professionnel que vous allez faire avec les enfants. Et là, le geste professionnel que vous allez faire avec vos élèves ou vos parents, là, typiquement, en classe, il n'y a aucune donnée de neurosciences qui va vous aider neurosciences dans le sens, je vais connaître les bases cérébrales de tel comportement. Par contre, il y a tout un tas de données comportementales des sciences cognitives, dont font partie les neurosciences, qui là, du coup, peuvent aider et donner des pistes de prise en charge, par exemple, des enfants. On sait que, par exemple, alors, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites une méta-analyse de l'ensemble des facteurs qui expliquent la réussite scolaire, en fait, c'est incroyablement complexe. Si, par exemple, il y a des collègues australiens qui ont fait des méta-analyses générales de méta-analyse, il y a plus de 100 à 200 facteurs qui contribuent significativement à la réussite scolaire des enfants. Et des facteurs qui sont propres à l'enfant. Donc, alors ça peut aller de sa personnalité, de son typiquement capacité de résolution de problèmes, de son capacité de ses compétences émotionnelles, même de sa personnalité, jusqu'aux techniques d'enseignement, jusqu'aux techniques, aux structures du système scolaire. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est multidéterminé. Et donc, du coup, dans tous ces facteurs possibles, à chaque fois, les chercheurs, les pédagogues vont essayer de manipuler un ou deux leviers qui vont du coup agir toujours à la marge. Il n'y a jamais, en éducation, jamais rien n'est miraculeux. C'est que des effets modestes. Et c'est des petits modestes, petit à petit, où on va aider typiquement. Et là, ça va être tout le savoir-faire de l'enseignant et toute sa capacité à connaître du coup ce qui se dit dans la littérature scientifique et surtout à savoir du coup l'appliquer en fonction du contexte de classe et de l'enfant qu'il a. Le monde de l'enseignement, c'est vraiment un monde très complexe, et d'avoir des principes généraux, ça c'est vraiment que théorique. Après, en vrai, si vous avez des 3 niveaux, vous êtes au fin fond de la montagne, ça va pas être pareil que si vous êtes en banlieue et vous n'aurez pas du tout le même type d'enfant et le même type de pratique pédagogique. Et puis, comme disait ma collègue sociologue, on a tendance aussi
à penser que la réussite scolaire, c'est une vision, par exemple, typiquement, je sais pas, on a une vision avec conseil scientifique, c'est école. Il n'y a que l'école et ce qui se passe à l'école qui serait responsable de l'enseignement de la réussite scolaire. Or, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus globale au niveau éducatif, dans le sens où il faut absolument mettre les parents dans la boucle. Parce que ceux qui ne sont pas dans la boucle, en fait, ils savent faire. Et c'est justement comment on va agir au niveau... et c'est ça tout le défi, hein, parce que du coup, c'est extrêmement compliqué. Comment on peut... Alors moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur ce qu'on appelle... Alors, c'est débattu aussi, hein, mais sur tout ce qui est compétences parentales, accompagnement, mais pas seulement après la naissance, hein. Et ça va être de l'accompagnement pendant tout le système scolaire pour aider les parents à développer les bonnes pratiques et les bons comportements implicites que dans les classes aisées, on sait, ou les classes dont les parents connaissent bien le système. Ils savent comment, par exemple, faire travailler la phonologie, tandis que les autres, ils n'ont même pas une idée de ce que c'est la phonologie. Et donc, ils savent pas que c'est un levier très important. Et donc, vraiment, il faut avoir cette vision globale où la recherche devrait aller rencontrer comment on peut former, aider les parents, à accompagner les parents pour qu'ils produisent les bons gestes pédagogiques pour aider dans la réussite scolaire. Typiquement, hein, le sommeil, la gestion des écrans, l'alimentation, tous les skills de base qui fait que si on n'a pas tout ça, de toute façon, on ne pourra pas apprendre à l'école si on n'a pas tous les trucs bien d'évidence, quoi. Sandrine Garcia, est-ce que vous constatez dans les écoles ou dans les études que vous venez qu'on met les parents dans la boucle, que les choses avancent, que c'est possible ? C'est compliqué. Il y a une tendance effectivement à mettre les parents dans la boucle, mais dans le sens où plutôt on essaye de réformer leurs pratiques pédagogiques éducatives, pour les calquer sur le modèle des classes moyennes et d'agir sur des dimensions. Alors c'est vrai qu'il y a des dimensions qu'a signalé Édouard Jantas qui sont très importantes, comme le sommeil, la maîtrise, le contrôle des temps d'écran, etc. Ça on peut pas le nier, ça a des effets. Mais aussi sur le plan de comment faire travailler l'enfant. Et pas simplement la tendance actuelle qui est, une tendance lourde qui est d'éduquer les parents sur le plan davantage moral, quoi. C'est-à-dire de les éduquer à être conformes à ce que sont les parents des autres catégories sociales. Je pense par contre qu'effectivement, c'est vrai que il y a des choses comme qui sont essentielles et qui sont aussi sur le plan éducatif, comme les écrans, etc. C'est évident. Mais même votre ouvrage qu'on voit ici, c'est le goût de l'effort. Oui, la construction familiale des dispositions scolaires. On faudrait, au fond, réapprendre le goût de l'effort aussi, parallèlement. C'est-à-dire, en tout cas, le sens du terme de goût de l'effort, c'est qu'il y a des familles qui socialisent leurs enfants à ce qu'on appelle, et je mets des guillemets, bien sûr, c'est le goût de l'effort. C'est-à-dire, il y a des familles qui vont avoir un certain nombre de pratiques éducatives qui sont assez explicitement développées, qui visent assez explicitement la persévérance. La régularité, la systématicité. Alors c'est des pratiques, il y a des pratiques scolaires dedans, comme l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, les dictées, le compter, etc. Mais il y a aussi des pratiques extrascolaires qui, par exemple la musique, par exemple le sport, qui dans certaines familles sont utilisées pas comme un loisir, pas comme par opposition à l'école, mais exactement dans le même sens que les pratiques davantage pédagogiques comme de la prélecture, etc., pour développer des compétences à la persévérance. Parce que les jeunes enfants, comme on peut l'observer, en fait, quand ils sont petits, ils passent d'une tâche à l'autre, ce qu'on appelle, je mets des guillemets encore, ils zappent. Et ça s'apprend, pas zapper tout le temps. Et les enfants de milieux populaires vont avoir tendance, mais comme tous, à vouloir passer d'une activité sportive à l'autre. Un jour, ils veulent faire du karaté, le lendemain, c'est du judo, puis après, ça sera, autre chose. Et en fait, dès qu'il y a une difficulté, ils ont envie d'arrêter parce que c'est contraignant, ça leur fait du travail en plus, il faut y aller, etc., il faut se contraindre, etc. Et là, vraiment, on a une grande différence entre les classes populaires et les catégories dotées culturellement et économiquement. C'est que les secondes vont obliger l'enfant à poursuivre au moins le temps jusqu'à la fin de l'année pour apprendre l'enfant à dépasser finalement une répulsion
à l'effort, et tandis que les autres sont beaucoup plus structurés sur une opposition entre l'école, ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison. Et donc leur logique, ça va être de dire non mais c'est du loisir, c'est pour s'amuser, donc il n'y a pas de raison que je le force à faire du judo si maintenant le judo ça m'embête. Et on a des enfants qui zappent comme ça beaucoup. Et ça fait partie des pratiques socialisatrices. C'est des formes, c'est ce qu'on appelle en sociologie les dispositions. Bernard Lahire a beaucoup insisté là-dessus, le patrimoine de disposition, et c'est vraiment quelque chose qui se construit. Même des dispositions qui peuvent paraître relevant de ce qu'on appelle habituellement la personnalité, comme la maîtrise de soi, comme ce qu'on désigne comme intolérance à la frustration ou tolérance à la frustration. C'est des choses qui se construisent totalement par des interactions en fait quotidiennes dans la famille. C'est-à-dire que un enfant va avoir une colère parce que je sais pas, on lui refuse de manger des chips par exemple, parce que c'est pas l'heure d'en manger, ou il faut en manger devant la télévision, ou des choses comme ça. Les réactions des parents peuvent différer très fortement. Et dans mon enquête justement sur les pratiques éducatives familiales, il y a des cas comme ça où, par exemple, il y a un enfant qui a fait une récitation, il avait une récitation à l'école et il a une mauvaise note. Enfin, j'ai oublié la note, mais enfin c'est une mauvaise note. Et en fait, la mère, il ment à sa mère, il dit qu'il a 10 sur 10. Mais en fait, c'est pas vrai, il a quelque chose comme 5, 4 ou 5. La mère le découvre. Et la mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit... Elle est dans une logique un peu contre-productive, entre guillemets, sur le plan de la socialisation à l'effort, je dis bien, c'est qu'elle va lui dire, mais c'est pas grave, c'est très bien quand même, 5. Et en fait, elle apprend à l'enfant que mentir, c'est pas vraiment un problème. Et puis, elle lui apprend à se contenter de peu aussi. Je dis pas, enfin voilà, j'ai pas à prescrire ce qu'il aurait fallu faire, voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment des interactions langagières, régulières, et qui vont construire des dispositions. Et ces dispositions, elles ont nécessairement des effets à l'école. Alors, on parle d'intelligence scolaire, enfin des effets à l'école, mais chacun d'entre vous parle aussi d'autres formes d'intelligence ou de compétences émotionnelles. Pour Édouard Gentas, on a parlé aussi de musique ou de sport. D'autres compétences. Est-ce qu'il y a une intelligence scolaire proprement dite, Sylvie Chaucron ? Est-ce que c'est pas très important ? Est-ce que finalement il faut développer toutes les intelligences ou compétences possibles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient émotionnelles ? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de compétences ou d'intelligence émotionnelle. Alors, je suis pas sûre que j'emploierais le terme, moi, intelligence scolaire. Je pense que ce que les enfants doivent apprendre pour réussir à l'école, c'est qu'ils doivent comprendre ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux à l'école. Ce qu'ils sont censés faire, comment ils sont censés le faire, pourquoi ils sont censés le faire. Et je fais une toute petite parenthèse sur le goût de l'effort, parce que effectivement, le cerveau, c'est un organe qui est là pour résoudre des problèmes. Si on lui donne pas de problème à résoudre, il est forcément moins actif. Donc, il faut l'entretenir. C'est-à-dire, il faut lui poser des problèmes, parce que le cerveau, son travail, c'est de vous aider à résoudre des problèmes. Et l'intelligence, qu'on appelle communément intelligence, c'est s'adapter à un problème, c'est trouver la solution à un problème, quel que soit le problème. Et donc, effectivement, ce goût de l'effort, donc je reviens juste là-dessus, et après je vous réponds. Ce goût de l'effort, d'un point de vue neuropsychologique, cognitif, cérébral, peu importe, c'est extrêmement important. Parce qu'on sait qu'une des tâches de l'enfant, ça va être d'apprendre à apprendre et de savoir comment il doit faire pour apprendre. Et c'est ce qu'on appelle aussi maintenant, on utilise un mot très chic, qui est la métacognition, qui est finalement la connaissance de nos connaissances et le savoir qu'on a sur la façon qu'on a d'acquérir du savoir, justement. Et donc, une des grandes tâches de l'enfant pendant le développement, c'est de comprendre, justement, comment il apprend. Est-ce qu'il a vraiment appris ? Est-ce que lire une fois, ça lui a permis de vraiment savoir ce qu'il devait apprendre ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire de savoir ? À quoi ça sert ? Comment on va s'en servir ? Pourquoi on va s'en servir ? Pourquoi est-ce que c'est utile ? Et ça, on sait que c'est extrêmement important parce que pour que l'enfant puisse s'épanouir dans ses apprentissages scolaires à l'école, il faut qu'il puisse maîtriser ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable d'utiliser ses capacités dans un but précis.
Le but pouvant être une interrogation, faire plaisir à ses parents, se faire plaisir à lui, faire plaisir au maître, apprendre véritablement des choses parce que ça l'intéresse. Les buts, ils sont vraiment multiples. Mais il faut qu'il comprenne qu'il a une contrainte, qu'il doit faire quelque chose pour un de ces buts-là, voire tous ces buts-là. Il y a des situations dans lesquelles les enfants ont des capacités tout à fait intègres d'un point de vue cérébral et d'un point de vue cognitif, mais ne vont pas pouvoir mettre en œuvre ces capacités. Pourquoi ? Pour plein de raisons. La première qu'on pourrait citer, c'est par exemple les enfants qui vont s'inhiber intellectuellement. Ils vont s'inhiber parce que, par exemple, ils viennent d'un milieu où on n'a pas fait d'études, et du coup, il y a une tendance à se conformer à ce qu'on attend d'eux à la maison. Et donc, du coup, ils vont s'inhiber parce que si ils deviennent plus cultivés que leurs parents ou que leurs grands frères ou leurs grandes sœurs, peut-être que ça va poser un problème. Donc, ils peuvent s'inhiber pour ça. Ils peuvent aussi s'inhiber parce qu'à l'école, l'enseignant ne pense pas que cet enfant a des capacités. Donc, les attentes de l'enseignant, en fait, sont un petit peu en dessous de ce que l'enfant pourrait produire. Et donc, on a décrit ça, et je pense que et Édouard et Sandrine doivent très bien connaître ça, un effet qui porte le nom du chercheur qui l'a décrit, qui s'appelle l'effet Rosenthal. Si au début de l'année, vous arrivez dans une classe et vous dites à l'enseignant, voilà, ces 3 enfants-là, ils sont excellents, vraiment. Ce sera sans doute les premiers de la classe. Et puis, alors, par contre, ces 3-là, vous pouvez toujours y aller, mais il ne va rien se passer du tout. Et si on les a pris au hasard, à la fin de l'année, le fait est que ça va se réaliser et que, finalement, l'enseignant aura eu ces attentes-là vis-à-vis des enfants. Et les enfants se seront conformés aux attentes qu'on avait. Donc, on sait que, donc quand vous parlez d'intelligence scolaire, si on devait utiliser ce terme, ce serait un terme qui serait commun aux enfants et aux enseignants. Parce que finalement, ce qu'un enfant est à l'école, c'est aussi le résultat des attentes de ses parents, de l'enseignant, et aussi évidemment le résultat de ses propres compétences et de la façon dont il les utilise. Vous me demandiez pourquoi un enfant peut ne pas utiliser ses capacités, parce que par exemple, il n'est pas disponible intellectuellement. Parce qu'il a son esprit occupé à d'autres choses, que ce soit des problèmes, des difficultés psychologiques, des difficultés relationnelles, que ce soit des angoisses, que ce soit un manque de sommeil, comme on l'a dit, que ce soit une nourriture pas appropriée, que ce soit pas disponible parce qu'il est en train de faire autre chose, qu'il est sur les écrans, ou il dessine, ou il rêve, il y a 1000 raisons. Donc finalement, quand on parle d'intelligence scolaire, on parle surtout de l'adéquation entre un enfant et tout un milieu autour, sa famille, l'enseignant, l'école, les attentes. Il y a des cultures dans lesquelles on n'enseigne pas à lire. Et les gens ont une culture orale. Enfin, l'enseignement, il est lié à tout un tas de facteurs qui sont dépendants non seulement de l'état de l'enfant, de ses acquisitions et de son équipement organique, mais aussi des facteurs psychologiques, culturels, sociaux, des méthodes utilisées à l'école, des attentes de l'enseignant, des réactions des enfants. Lorsque un enfant, par exemple, il y a des enfants qui s'inhibent parce qu'à chaque fois qu'ils vont répondre, les autres enfants vont être méchants avec eux parce qu'ils connaissent trop de choses et que c'est pas bien pour le reste de la classe. Il y a 1000 raisons de s'inhiber. Donc du coup, il faut faire très attention parce qu'on a tendance à imputer à l'enfant la totalité des causes qui l'ont amené à ces résultats scolaires, alors que lui-même, il est finalement en proie à plein de systèmes qui se superposent et qui contribuent à ces résultats scolaires. Édouard Gentas, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, soit sur l'effort, soit sur justement toutes les inhibitions et tout ce... Oui, je pourrais simplement raconter, il y a une méta-analyse qui est sortie par des collègues qui ont compilé des milliers d'études qui étudiaient le lien entre, d'une part, vous voyez, le QI, mesuré classiquement par les tests standardisés, et la réussite scolaire de 6 ans à l'université. Et puis, ils ont comparé donc, le facteur QI, le facteur des scores de personnalité, et des facteurs de compétences émotionnelles. Et alors, dans cette première étude, qui était vraiment l'objet de cette étude, c'est qu'il montre, c'était pour la première fois, un lien systématique
entre justement ces compétences émotionnelles. Alors l'intelligence émotionnelle, plutôt dans le sens compétence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à identifier, comprendre et réguler ses émotions, et la réussite scolaire, de la maternelle au lycée, même à l'université. Alors on ne sait pas qui est la cause de quoi, mais il montre qu'il y a un lien. Mais il montre que dans ce qui était intéressant, donc ça c'était leur premier grand résultat. Et le deuxième grand résultat, c'est que si ce facteur-là joue, il joue quand même beaucoup moins que le facteur QI mesuré classiquement dans les tests standardisés que tout le monde connaît, le WISC, en général, les praticiens utilisent ça, et où on mesure plutôt les compétences cognitives classiques, où il y a plus de, maintenant dans les modèles récents, il y a plus de 90 aptitudes de base primaires, tellement c'est devenu complexe. Mais en tout cas, dans ce qui explique dans les corrélations qui prédiraient la réussite scolaire, en premier, ce serait les résultats généraux au QI, puis les résultats à la personnalité, puis les résultats aux compétences émotionnelles. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent en compte, hein. Mais pour dire ces liens très forts entre donc cette intelligence que vous dites scolaire, ça serait résumé à cette intelligence qui serait mesurée dans les tests classiques, mais qui est une toute petite partie, c'est-à-dire raisonner, inférer, mémoriser, connaître du vocabulaire ou des choses comme ça, ce qui a été fabriqué pour l'école en fait. Donc c'est pas étonnant que ça corrèle, c'est-à-dire que ceux qui ont un QI en dessus de 100, ils réussissent plutôt bien à l'école, voilà, et puis ceux qui ont plus de difficultés, voilà. Mais c'est pas le facteur qui détermine complètement. Ça influence, ça joue un rôle, mais c'est pas suffisant parce que derrière, comme disait Sylvie, ça peut être très bien un facteur de personnalité, introverti, extraverti, milieu familial, plus, voyez, régulation des émotions. Si vous êtes dans une famille où on ne parle pas d'émotions, on régule pas les émotions, où émotionnellement c'est un contexte extrêmement conflictuel, eh bien, ça consomme toutes mes ressources attentionnelles et donc je peux pas apprendre à l'école. Comme quand nous, on va à une conférence, si on a eu des soucis personnels, eh bien, on rumine et du coup, on n'écoute rien. Et c'est assez logique, en fait, pour un enfant. D'où l'intérêt, Sylvie Chaucron, de développer ce que vous faites un peu, je crois, un programme. Alors, c'est pas d'éducation à l'empathie, mais pour développer, c'est la personnalité et les capacités émotionnelles, puisque tout est lié. Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, je rebondis sur ce qu'a dit Édouard parce que on sait même que les enfants qui ont un QI très élevé, c'est pas forcément les enfants qui vont réussir le mieux à l'école. Et donc on sait que cette corrélation entre le QI et la réussite scolaire, elle est très très ténue pour les enfants justement qui ont un QI qui serait très élevé, les deux et qui peuvent avoir des difficultés, un QI très élevé ou un QI qui peuvent avoir des vraies difficultés justement à utiliser leur capacité, à savoir comment apprendre, parce que souvent ils apprennent, ils savent même pas comment, et donc à utiliser de manière volontaire leur capacité cognitive. Mais donc oui, effectivement, sur l'idée du rôle des émotions et de l'empathie et des comportements prosociaux, donc quand on étudie le développement de ces capacités chez les enfants, on sait que, par exemple, pour être empathique, il faut pouvoir faire attention à l'autre de la même façon qu'on fait attention aux choses, et qu'il faut pouvoir prendre sa place, comprendre quel est son problème, l'éprouver, essayer éventuellement de trouver une solution pour l'aider. Donc c'est finalement être empathique et développer des comportements qu'on appelle prosociaux, c'est aussi une tâche qui est très intellectuelle. Et en retour, ce qu'on étudie actuellement, c'est si aider des enfants à développer ces capacités d'altruisme, de philanthropie, donc pas forcément par le biais de donner de l'argent, mais donner du temps, donner de l'énergie, essayer de trouver une solution pour une cause qui intéresse l'enfant, on se demande si développer toutes ces compétences-là ne pourrait pas être un moyen aussi de développer justement certaines compétences cognitives, comme l'attention, comme le raisonnement, comme la résolution de problèmes, puisque finalement, quand vous essayez de trouver une solution pour aider quelqu'un, vous ne faites rien d'autre que résoudre son problème et de trouver une solution pour l'aider à aller mieux. Et donc, il y a effectivement un programme avec lequel je collabore qui s'appelle l'École de la philanthropie, qui est un programme où les enfants vont... donc, c'est un programme qui est soutenu par la Fondation de France et les fondations Rothschild. Et c'est un programme où,
en début d'année, les enfants vont choisir une cause qui les mobilise, que ce soit la santé, la culture, l'environnement, les animaux, etc. Et ils vont essayer de trouver une association dans ce domaine-là, et ils vont essayer d'aider cette association par un moyen qui est à leur disposition. Donner du temps, les aider à récolter de l'argent, faire une campagne d'information, tout ce qu'on pourrait imaginer, faire des choses matérielles. Et donc l'idée, c'est de tester ces enfants avant et après le programme, sur tout un tas de tests, pour essayer de voir justement ce que ce type d'éducation va permettre de développer. Est-ce que ça va améliorer l'estime de soi? Est-ce que ça va améliorer le bien-être à l'école? Est-ce que ça va améliorer les relations en classe? Est-ce que ça va améliorer l'attention, puisqu'il y a une attention qui est portée à un sujet qui les intéresse? Est-ce que ça va améliorer les capacités de langage, parce qu'ils vont communiquer autour de ça? Donc on essaye aussi de comprendre quel peut être l'effet d'une éducation autre qu'une éducation simplement aux apprentissages fondamentaux. Ça ouvre ça sur ces questions d'intelligence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisque on peut vous faire réagir, on peut continuer notre débat, mais on peut aussi l'ouvrir à partir de questions. Je vois une main qui se lève par là-bas. Oui, vous allez avoir un micro très vite. Voilà, vous avez la parole. Je vous ai fait courir, pardon. Excusez-moi. J'aurais voulu avoir votre avis sur les enseignements. Est-ce que vous pensez que les enseignements actuels soient assez près du vivant, et les programmes scolaires, d'après vous, sont-ils éco-responsables? Qui peut répondre là-dessus? Sylvie, peut-être, ou Édouard, peut-être. Ou Édouard, peut-être. Plus en lien avec les enseignants. Édouard Gentas. Alors, si vous parlez alors c'est très dur de répondre à votre question globalement, puisque ça va dépendre. Est-ce que vous fondez votre analyse sur ce qui est marqué dans les programmes? Est-ce que vous fondez votre analyse sur comment ça se traduit concrètement dans la classe? Vous voyez, c'est extrêmement difficile parce que typiquement, il y a eu plein de changements dans les types de programmes. Il peut y avoir d'éducation à la citoyenneté, vous voyez. Et puis, est-ce que du coup, éco-responsable, est-ce que vous mettez dedans? Donc, ça dépend tout de comment déjà on va définir. Mais en tout cas, il semble que maintenant, il y a une prise de conscience sur la nécessité de prendre en compte cette problématique-là dans à la fois les programmes, mais avant que ça infuse et puis que ça rejaillisse, vous voyez, c'est un système extrêmement complexe et très long. Et puis, il va y avoir d'énormes différences selon les écoles où vous allez, puisqu'en fait, on a l'illusion que l'éducation nationale, c'est monolithique, mais il y a des variabilités assez incroyables entre les écoles et les maîtres, ce qui fait que vous allez avoir dans des écoles publiques, des gens vont aller faire cours dans la forêt, et hyper branchés développement, responsable, vous voyez, mais depuis des années. Et puis d'autres, vous voyez, vraiment, c'est dur je peux pas vous répondre avec une analyse fondée sur vraiment, est-ce que ça l'est assez ou pas? J'ai l'impression que toute la société l'est pas assez, donc probablement c'est comment on pourrait injecter ça partout, même nous en tant que chercheurs dans nos programmes de recherche. Moi, je sais que je commence à demander ça dans les facteurs à prendre en compte quand les chercheurs font des projets de recherche, mais c'est quelque chose qui est en train de pénétrer. Alors, est-ce que c'est assez rapide? Probablement que non. Est-ce qu'on va y arriver petit à petit? Mais c'est vraiment un processus très long parce que ça demande de repenser entièrement notre façon de voir. Je crois que c'est ça le plus important. Est-ce que Sylvie ou Sandrine, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, sur l'aspect, il y avait une première question avant votre question sur est-ce que c'est éco-responsable. Il y avait une question, est-ce que c'est suffisamment près de la réalité? Il y a eu un gros effort qui a été fait ces dernières années sur revenir à une forme d'expérimentation pour les enfants, avant de leur expliquer, de leur délivrer une règle, par exemple, qu'on leur assènerait comme ça. Il y a une tentative, je trouve, de plus en plus, mais là encore, il y a une grande hétérogénéité, de leur faire vraiment manipuler pour comprendre les fondements de cette règle, pour essayer de retenir
quelque chose qu'ils auraient compris auparavant parce qu'ils ont manipulé les choses. Donc il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Maintenant, le problème inverse, c'est que à trop faire d'expérimentation, de manipulation et de choses pratiques, on en perd des fois justement les fondements théoriques, et on voit bien qu'au collège ou au lycée, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop d'expérimentation et pas assez de théorie sur laquelle on peut se reposer aussi pour comprendre l'expérimentation. Du coup, c'est une question un petit peu compliquée, et il y a un équilibre à trouver entre le fait d'éprouver par soi-même et de manipuler, mais le fait de comprendre aussi d'un point de vue théorique à quoi ça renvoie. Et c'est cette difficulté-là actuellement qu'on a. Par contre, il y a un programme actuellement, et donc moi j'y participe comme neuropsychologue, mais c'est très pluridisciplinaire, sur comment éduquer nos enfants à l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, des robots, etc., mais de comprendre ce que les robots vont faire, et vont très bien faire, comment ils vont pouvoir aider l'humain, et qu'est-ce que les enfants doivent développer comme compétences pour être finalement complémentaires de ce que fournira l'intelligence artificielle et les robots. Et ça, c'est une autre façon de voir comment adapter l'éducation à l'heure actuelle, non seulement à des contraintes écologiques, mais aussi aux contraintes technologiques, pour pas que finalement on soit dans une idée où ça sert à rien de faire ça, parce que, vous voyez, ça sert à rien de retenir. Pourquoi apprendre l'anatomie quand vous êtes étudiant en médecine, alors que vous aurez votre meilleur ami qui sera Google et qui vous permettra de savoir exactement comment s'appelle ce muscle, cet os, etc. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur pourquoi et comment maintenir nos capacités mnésiques, attentionnelles, notre mémoire visuelle. Vous voyez que quand les gens sont à des cérémonies, vous voyez une nuée de téléphones, parce que les gens finalement regardent avec leur téléphone, mémorisent des situations et des événements avec leur téléphone parce qu'ils pensent que c'est mieux qu'avec leurs yeux. Mais finalement, il y a une vraie question qui se pose, qui est: quelles compétences on va conserver, pourquoi on les conserve, comment on les conserve, et comment ce sera complémentaire de la technologie. Et ça, c'est un enjeu aussi. Vrai enjeu sur lequel je vais vous faire réagir tous les deux. Peut-être Édouard Gentas d'abord. Un de vos ouvrages chez Duno s'intitule « La main, le cerveau et le toucher, approche multisensorielle des nouvelles technologies ». Il faut aussi évidemment éduquer nos intelligences à fonctionner avec d'autres intelligences artificielles. Oui, alors tout simplement, c'était le fait que l'entrée des... Par exemple, vous voyez le poids de la manipulation, des interactions tangibles. En fait, ça a évolué dans l'éducation au cours depuis un siècle. Et selon les pédagogies qu'on va utiliser et le niveau scolaire, c'est plus ou moins... par exemple, à un moment donné, après la Seconde Guerre, on manipulait beaucoup. Après, il y a eu une période en maternelle où il y avait... c'était que de la photocopie. Et puis, on touchait plus rien parce qu'on n'avait pas assez de temps. Après, il y a un retour à arrêter de faire des photocopier les fiches parce que, du coup, on touche plus rien, par exemple, pour comprendre le nombre ou des choses comme ça. Dans certaines pédagogies, l'interaction qu'on a avec les matériaux, c'est de fait. Ça fait partie intégrante de la pédagogie. Alors, vous voyez, c'est vraiment, on a une vision, c'est très contrasté. Ça dépend des niveaux, le type de pédagogie. Il y a des choses qui sont plus ou moins à la mode. Et puis après, avec l'avancée des technologies, eh bien, vous avez forcément ces technologies qui sont plus ou moins présentes dans les classes. Et puis, du coup, vous allez avoir ces technologies qui vont être intégrées ou pas au dispositif scolaire. Alors, typiquement, en ce moment, il y a des grands débats sur l'apport du numérique à l'éducatif. À partir de quel âge je peux intégrer de façon efficiente et efficace. Efficace, ça veut dire que ça a un effet. Efficient, ça veut dire que ça a un coût raisonnable pour le système. Et puis après, à quelle dose, comment, sur la pratique des enfants, sur quel domaine et tout ça. Donc, il y a tout un tas de programmes qui sont lancés d'ailleurs en France, notamment IFRAN ou des choses comme ça, où ils essayent justement d'interagir avec ces technologies. Alors, ça peut aller simplement de la tablette tactile, parce que c'est le truc le plus standardisé, mais ça pose le problème par exemple, vous allez dans une école, des fois il n'y a pas de Wi-Fi, ou il y a un Wi-Fi pas assez puissant, il n'y a pas de réseau, donc personne ne peut se connecter, ou il y a que 2 personnes qui peuvent se connecter. Vous allez avoir les problèmes techniques de qui maintient le matériel, parce que le matériel, moi je suis allé dans plein d'écoles, il est dans les armoires, il bouge pas, il n'a pas été réactualisé. Et puis le problème des logiciels, de quelles sont les applications qu'on va proposer.
Et dans les applications, vous allez avoir celles qui sont purement visuelles sur un écran, celles qui vont mobiliser la main, et puis typiquement, jusqu'où vous allez. Et puis, il y a des technologies qui sont très avancées. Par exemple, nous, on a travaillé avec les retours haptiques pour avoir des bras robots qui aident l'enfant à écrire, des choses comme ça. Mais ça, si vous voulez, d'un point de vue de laboratoire, c'est sympathique, mais ça a un tel coût. Ça dépense tellement d'énergie et c'est tellement cher que du coup, c'est inapplicable en contexte scolaire pour l'instant. Et alors peut-être que dans 20 ans, les coûts auront baissé, mais vous voyez, après, vous devez faire toujours un choix entre... On peut développer tout un tas de technologies de bras autour d'efforts pour des enfants en individuel, où on montre que c'est plutôt efficace, c'est un effet positif, par exemple pour tracer des lettres, des choses comme ça. Mais dès que vous l'intégrez à grande échelle en contexte scolaire, du coup, tout disparaît parce que là, le système n'est pas... Vous pouvez pas avoir 20 dispositifs dans la classe parce que ça supporte pas le matériel. Enfin, personne peut se payer ça, enfin, peut avoir le luxe de ça. Donc, vous voyez, l'avancée des technos, alors, ça permet d'avoir des crédits, c'est très à la mode, parce que les gouvernements sont prêts à lâcher beaucoup d'argent sur ces thèmes-là. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, au moins, vous avez des moyens pour faire la recherche. Mais en vrai, après, comment vous l'impliquez et vous l'appliquez dans les classes de façon pérenne, sans qu'il y ait le chercheur, que les enseignants puissent modifier leurs gestes pédagogiques, du coup, libérer du temps pour certains élèves et puis du coup, proposer des applications à certains élèves. Ça, c'est vraiment l'enjeu actuellement des recherches et c'est vraiment le balbutiement. Voilà, vraiment, il y a tout un tas de gens qui travaillent partout en France et puis de par le monde, justement pour comment intégrer ces nouvelles technologies. Alors après, pour l'instant, ça en est simplement à des tablettes et avec des applications sur les tablettes. Et puis évidemment, peut-être les tablettes gèrent un stylet qui permet de simuler un crayon. Oui, parce que de l'importance du toucher, de l'importance du lien main-cerveau, oui, voilà. Évidemment. Voilà, après, il y a quelques applications de gens qui essayent de développer des petits robots, mais c'est très sporadique, ça n'a pas des effets très... Parce qu'en fait, à intégrer à tout le système éducatif, c'est extrêmement compliqué, en fait. Sandrine... Voilà. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous pouvez aller voir à vos auditeurs, il y a tout un tas de programmes, par exemple le programme IFRAN, partout en France, il y a des gens, des chercheurs avec des enseignants et des équipes pédagogiques qui travaillent à développer cette interaction et à mesurer si ça a des effets vraiment efficaces, efficients, et en quoi ça modifie les pratiques, et en quoi, par exemple, ça peut être une chance pour, dans la classe, pouvoir prendre en compte certains enfants qui ont des besoins spécifiques, typiquement. Donc là, voilà. Tout ça dans un contexte où, par exemple, chaque école dépend de la mairie, du département, de la région. Oui, à chaque fois, ça peut être très compliqué. Ouais. Sandrine Garcia, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, par rapport à cette question des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, entre ce qu'on sait, ce qu'on peut étudier ou pas, et comment est-ce que ça rejaillit à l'école ? J'ai vraiment pas travaillé là-dessus, donc je suis un peu embarrassée pour vous répondre. Il y a des gens de mon équipe qui travaillent beaucoup là-dessus et qui montrent que voilà, c'est pas, d'après ce que j'ai compris, c'est pas miraculeux en tout cas, et que voilà, c'est comme disait Édouard, il y a beaucoup de modes, il y a des effets de mode, on va mettre de l'argent là-dessus. Il y a une espèce quand même d'effet de croyance dans la technologie pour résoudre systématiquement des problèmes pédagogiques. Mais sans que ce soit pour résoudre, mais peut-être pour comprendre aussi comment ça fonctionne ou comment certains liens, justement, main-cerveau... Ça, c'est la recherche. Oui, ça, c'est la recherche. Oui. C'est la recherche. Édouard ? Mais par exemple, là, le grand enjeu, vous voyez, par exemple, vous proposez à des enfants, vous proposez des tablettes à des enfants. Et puis, vous avez 2-3 applications qui ont été créées en collaboration entre des chercheurs et des enseignants. Et puis, ces applications sont pertinentes pour travailler telle ou telle compétence. Et après, par exemple, l'intelligence artificielle, en ce moment, ils essayent de voir si vous arrivez à récupérer toutes les traces que l'enfant laisse quand il interagit avec sa tablette sur une année, voyez, est-ce que, grâce à ces modèles-là, je peux arriver, grâce à l'analyse de ce qu'il fait et comment il réagit à chaque exercice qu'il produit, est-ce que je peux réinjecter des exercices qui correspondent au type d'erreur qu'il fait ou ce qu'il n'a pas compris et essayer de proposer des exercices le plus pertinents par rapport à sa progression. Ça, c'est les enjeux actuels. Mais c'est vraiment le début, c'est pas bien au point. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, on ne sait pas bien faire parce que c'est tellement compliqué il faut qu'on trouve, c'est en ce moment des objets de recherche. Voilà. Donc ça c'est oui. Sandrine. Après, ce que je peux constater aussi, par rapport à l'usage
à certains usages technologiques, c'est aussi l'inflation de la rééducation en psychomotricité et l'inflation, l'expansion des cabinets de graphothérapeutes parce que les enfants n'écrivent pas et que écrire, ça a des effets cognitifs. Mais c'est un souci de plus écrire ou de moins écrire. Mais clairement, il y a encore une... Alors, on peut pas généraliser, parce qu'effectivement, comme le disait Édouard, les pratiques sont extrêmement variables. Il n'y a pas d'homogénéité, mais il y a des pratiques très courantes à l'école primaire, qui consiste à coller des photocopies dans un cahier, faire relier des listes de mots, et voilà, et ça fait office d'exercice. Ça n'a pas les mêmes effets cognitifs. En fait, c'est quand même très important de s'intéresser. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est de regarder quels sont les effets cognitifs des types d'exercices. Parce que, par exemple, pour l'apprentissage de lecture, il y a quelque chose qui est efficace, c'est connu et voilà, qui marche. C'est pas très moderne, mais c'est quand même l'apprentissage la lecture à voix haute supervisée par un adulte, un éducateur adulte, etc. Ça marche bien, mais alors qu'il y a des tas d'exercices en fait qui on complique au lieu de revenir à peut-être parfois à des exercices. Alors on fait alors ça a des effets, ça a des fonctions pour l'enseignant des fois de faire des exercices qui sont pas forcément très pertinents sur le plan pédagogique, mais qui vont stabiliser un groupe pendant qu'il s'occupe d'un autre groupe par exemple, et des tas d'exercices qui se prétendent d'être de l'apprentissage de lecture, mais qui sont, que j'appellerais, autour de la lecture. On va colorier des syllabes, on va virer des intrus, mais qui n'obligent pas forcément à faire la fusion graphème-phonème, comme c'est le cas de la lecture à voix haute, et aussi, on connaît aussi le rôle de l'écriture, justement, dans l'apprentissage de lecture, en interaction avec la lecture. Ça, c'est très connu. Donc, il y a une tendance quand même à contourner un certain nombre de choses qui sont pas très modernes, pas très technologiques, pas très... Et qui pourtant sont très efficaces. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser du tout d'outils. Il y a des outils qui fonctionnent très bien, qui sont... Même pour la conscience phonologique, il y a des très bons outils, évidemment. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des choses vraiment très importantes... Du genre écrire, lire, en fait, tracer, répéter... Ça développe la motricité fine. Et en fait, il y a des enfants qu'on va qualifier de dyspraxiques. Mais ils écrivent pas depuis des années parce qu'ils écrivaient mal. Alors, on a dit ils ont un trouble. Alors, donc, on les a dispensés d'écrire. On fait des photocopies. Puis, finalement, c'est pas entraîné. Donc, ça revient à ce que vous disiez aussi, de l'utilisation du cerveau. C'est pas le cerveau. Mais je dis pas que c'est tout le cas. Je dis pas que c'est Édouard, tout le cas. Et puis on va peut-être voir si... Alors, typiquement, alors là, je partage pas le point de vue de ma collègue, parce que typiquement, tous nos collègues qui travaillent sur la dyspraxie, si vous allez voir le cartable fantastique, disent que justement, les rééducations des enfants dyspraxiques, typiquement pour ces enfants-là, ça sert à rien, c'est une perte de temps et une énergie. Il faut justement essayer d'alléger la tâche pour pouvoir réaffecter leurs ressources attentionnelles pour tout le reste. Parce que si on encombre à vouloir absolument qu'ils écrivent, en fait, on consomme énormément d'attention et d'énergie, et à la sortie, il n'y a aucune rééducation qui fonctionne. Vraiment, donc là, vous pouvez aller voir tout ce qu'on appelle, c'est la collègue Caroline Huron qui travaille là-dessus, qui est spécialiste de la dyspraxie, et donc vraiment là-dessus, il faut mieux, pour les enfants, vraiment diagnostiquer dyspraxique, c'est conseillé de donner une tablette, taper, et justement de plus les embêter avec l'écriture pour éviter qu'ils perdent du temps avec ça, parce que c'est peine perdue, en fait. Mais ça dépend à quel moment en même temps. Alors, je nuance un tout petit peu, parce que c'est un petit peu mon domaine quand même. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués dyspraxiques qui n'ont pas un réel problème praxique. On le sait parce que dès qu'on leur demande de fermer les yeux et d'écrire les yeux fermés, ils écrivent correctement. Donc, ils n'ont pas de problème de geste. Ils ont un problème pour mettre ensemble la vision et le geste. Donc, du coup, il faut quand même être très, très, très prudent. Avant de mettre un enfant sur un ordinateur, il faut être sûr qu'il avait vraiment un souci de geste et pas d'autre chose. Et donc, c'est pas Édouard qui me contredira sur les bénéfices de l'écriture, mais pour la lecture et pour d'autres domaines. Et aussi pour l'orthographe, parce que vous savez tous que, par exemple, quand vous écrivez, et que vous avez un doute, est-ce qu'il y a un T, deux T, vous allez tracer en l'air parce que vous avez aussi une mémoire gestuelle qui vient se surajouter à votre mémoire visuelle. Et c'est vrai que l'écriture, c'est quand même, on est en
train de la perdre. On savait déjà il y a 20 ans qu'à la rentrée des vacances scolaires, les enfants, quand ils revenaient en classe, ils avaient beaucoup de mal à écrire. On sait maintenant que si en plus ils sont énormément sur des tablettes ou des ordinateurs en classe, c'est une fonction qu'on va perdre. Alors on peut décider de la perdre, mais c'est important d'être consciente de ce qu'on décide. Voilà. Et puis bon, alors, voilà. Par rapport à, quand moi je vais dans les écoles sur France, il n'y a vraiment pas de, toutes les enseignants travaillent. Les enfants écrivent tous partout. Hein. Moi j'ai pas vu une seule classe. Il y a des classes qui sont passées au tout numérique. Le problème c'est qu'on numérique. n'écrit pas à la maison. Mais alors vraiment, partout où je vais, il y a personne. Déjà, il y a très peu de tablettes, en vrai. Oui, et bon, en plus, la tablette peut utiliser le crayon. Et évidemment, moi, je suis aussi. Enfin, on a montré tout un tas de recherches qui montrent l'importance du geste dans l'apprentissage à la lecture et tout ça. Mais là, je parlais pour les enfants tout venant versus différencier ceux qui sont vraiment étiquetés avec un trouble vraiment spécifique. Du coup, on ne peut pas donner les mêmes recommandations pédagogiques aux enseignants. Mais la plupart des enseignants font encore beaucoup écrire, plus ou moins. Après, c'est des contraintes de classe et de photocopie, de taille de classe et tout ça. Mais en tout cas, quand on interroge les enseignants, pour eux, c'est une importance fondamentale qu'ils écrivent. Donc, moi, partout où je vais, ils ont envie de faire écrire leurs enfants. Alors, par rapport à la lecture à voix haute, eh ben, ils peuvent faire, mais si vous avez 30 enfants dans la classe, il faut faire parler plus ou moins, c'est pas pareil que si vous en avez 12 et qu'effectivement, des fois, il y a des ateliers un peu d'autonomie, comme ils disent. C'est juste pour, en attendant, parce que l'enseignant est dédié à un autre groupe de 5, parce que là, justement, il va faire du graphème phonème. Parce que les classes sont nombreuses et qu'on ne peut pas faire du ponctuel. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Sandrine ou... Juste un peu sur les ressources attentionnelles. Oui, c'est vrai que bien sûr, plus les ressources attentionnelles sont quelque part, moins elles sont ailleurs. Et qu'elles focalisent, ça demande beaucoup d'énergie d'écrire quand on n'y arrive pas, en fait. Ou de lire quand on n'y arrive pas. En même temps, c'est aussi l'entraînement. L'entraînement allège aussi les ressources attentionnelles. On le voit très bien pour la lecture avec tout le travail sur l'affluence bien connu maintenant et qui marche très bien. C'est-à-dire, quand même, ça marche très bien. Donc, s'entraîner, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça devienne des automatismes. Oui, c'est ça. Mais comme en sport, en conduite, au début, quand on apprend à conduire, on se concentre, on regarde partout. Et puis maintenant, on le fait. C'est l'automatisation. Et donc, faut faire. Enfin, ce que je voulais dire, il faut être vigilant sur le fait de tout de suite, trouver un trouble derrière une maladresse, une compétence insuffisamment développée. Et moi, j'ai vu vraiment des enseignants qualifiés de dyspraxiques, des élèves qui écrivaient mal, hein, c'est vrai, ils écrivaient mal, mais dès le CP, alors que en fait, ils ont construit leur dyspraxie aussi en ne les faisant plus écrire systématiquement des dictates ou systématiquement des photos. Donc attention, attendez, j'ai pas fini. Et dans le cas il y avait un enfant, par exemple, la maîtresse souffrait beaucoup, elle le faisait plus écrire et elle différenciait, elle y arrivait pas en fait, elle s'était enfermée elle s'était elle-même enfermée dans quelque chose dont elle ne sortait pas et parce que c'était trop lourd en fait, elle devait ça exigeait un travail supplémentaire. En fait, cet enfant était un excellent pianiste, quoi. Donc il était quand même pas si maladroit que ça. Donc faut faire attention au fait de il y a un certain nombre de catégories nosographiques qui circulent, dyslexie, dyspraxie, voilà. Donc attention, il faut les reconnaître quand c'est le cas, mais attention à ne pas tout mettre dans le même cas. Je me sers aussi de ce que vous venez de dire autour du piano et des pianistes, parce qu'il y a aussi cette intelligence ou éducation artistique dont on n'a pas parlé. On a parlé d'éducation émotionnelle qui est très importante, ou sportive, qui peut être très importante. Le sport. Typiquement, le sport, quand on commence un nouveau geste, qu'on l'apprend, on est lent, on est malhabile, on n'est pas naturel. Le naturel va venir avec l'incorporation des gestes. L'incorporation des gestes, oui, c'est ça. Hein, sous l'effet d'un apprentissage avec une interaction sociale. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions soulevées par ce que nous venons de dire ? Ou est-ce que nous continuons notre débat, conversation qui s'anime un peu? Je vois que Sylvie Chocron, vous aviez... Non, je voulais simplement... Édouard voulait parler, mais... Moi, c'était juste pour vous dire que normalement, habituellement, c'est pas l'enseignant qui pose un diagnostic et je voulais parler de ça, dit qu'un enfant
et atteindre un trouble neurodéveloppemental, en général, il y a tout un tas de critères. En général, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des difficultés, que les difficultés n'ont pas pu être remédiées, qu'il y a eu même des fois le psychologue scolaire, puis le neuropsychologue, et puis après, c'est pas un enseignant, par exemple, ne pourra jamais dire qu'un enfant de 6 ans est dyslexique ou dyspraxique, ça n'existe pas par définition, en fait. Justement, en fait, je voulais juste rebondir là-dessus, parce que qui dit intelligence scolaire dit aussi trouble des apprentissages. Oui. Donc, je voulais simplement dire que ces 20 dernières années, il y a eu vraiment une démocratisation de tous ces termes, tous ces dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et au fur et à mesure, je rejoins Sandrine sur le fait que les gens ont confondu la gêne la plus visible d'un enfant avec son trouble. Donc c'est pas parce qu'on est gêné pour écrire qu'on est forcément dysgraphique, c'est pas parce qu'on est gêné pour lire qu'on est forcément dyslexique. On peut être gêné pour lire, et je suis bien placée pour le savoir, parce qu'on a un problème à voir, à identifier les lettres, à les reconnaître, à les mémoriser. Et donc du coup, on est passé à un stade où la gêne la plus évidente chez un enfant, sa difficulté la plus visible est devenue son trouble, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc autant ces 20 dernières années, il y a eu énormément de campagnes pour que les enseignants puissent connaître tous ces termes, dyslexie, dysgraphie, etc. Autant l'effet pervers actuellement, c'est que dès qu'un enfant va être gêné dans un domaine, il va recevoir l'étiquette. Et je suis évidemment d'accord avec Édouard sur le fait que ce n'est pas aux enseignants de poser un diagnostic quel qu'il soit, mais qu'en même temps, nous, on voit à l'hôpital arriver des enfants dont les parents nous disent « Ah ben, je viens parce que l'enseignant m'a dit qu'il est dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, peu importe le dys. » quelque chose. Et donc, du coup, même si ça devrait pas se passer comme ça, c'est quand même ce qu'on voit de plus en plus. Donc, il faut être très vigilant. Il y a aussi, je pense, un travail de fond à faire avec les enseignants pour leur expliquer qu'effectivement, il y a des troubles, mais qu'à côté de ça, il y a aussi des gènes et qu'on peut être gêné dans des domaines sans avoir un trouble de cette fonction-là. Des difficultés, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Édouard ? Oui, je suis complètement d'accord. Il faut bien apprendre à distinguer difficulté et puis surtout le fait qu'on a un rythme d'apprentissage qui n'est pas forcément standardisé pour tous les enfants. Le mythe de, par exemple, tous les enfants à Noël en CP doivent apprendre à lire et décoder. C'est pas vrai, en plus, même dans le programme officiel de l'éducation nationale, c'est jamais mis ça. Mais il y a tellement une pression sociale extrêmement forte pour que, je sais pas, par exemple, en crèche, vous avez les parents, ils ont un stress énorme sur la marche. Il faut absolument marcher à tel âge. Parce que derrière, il y a l'éventualité d'un problème. Alors, c'est pareil, au CP, voir son enfant n'arrive pas bien à décoder les mots en janvier, eh bien, c'est un souci. Donc, du coup, il va avoir une grosse pression en disant, mais d'où ça vient? Et une des réponses, et parce que voilà, derrière, on dit pourquoi, donc il y a une grosse pression. Donc, l'idée, c'est de chaque fois bien accompagner les parents et les enseignants sur justement cette difficulté et le fait que les rythmes, il y a une variabilité. L'intelligence, en fait, au tout début, pour revenir au début de notre conférence, c'était pour mesurer la variabilité entre les gens. C'était pour montrer qu'il y avait des différences de compétences entre les gens. On n'est pas tous, tout le monde n'a pas les mêmes compétences de la naissance à l'âge avancé. Et donc, c'était une façon d'expliquer les différences. Et bien, dans les rythmes d'acquisition, on n'a pas tout le monde n'a pas le même rythme d'acquisition. Et que c'est normal qu'il y en a peut-être à décembre. Il y en a qui rentrent au CP qui savent décoder. Il y en a que ça va être à Noël. Et puis, il y en a d'autres, ça va être en juin. Il faut arriver à respecter ces rythmes-là et à dire que ces rythmes, c'est normal et que c'est pas un prédicteur d'échec scolaire et d'échec social par la suite. Comment faire justement, Sylvie Chaucron, face à cette pression parentale, sociétale? Enfin, il faut absolument réussir à l'école, hein, et puis effectivement être dans les cordes et dans les rythmes qui sont différents pour chacun. Alors justement, en fait, je voulais évoquer un terme dont on n'a pas parlé, qui en ce moment commence à apparaître, qui est la neurodiversité.
Donc c'est un mot qui au départ a été proposé pour expliquer qu'il y avait, alors c'était surtout au départ des gens qui fonctionnaient vraiment différemment, comme les personnes autistes ou comme les personnes avec des troubles de l'attention, etc. Mais peu à peu, finalement, il y a de plus en plus d'études, non pas sur les similitudes entre les cerveaux et les façons d'utiliser son cerveau, mais sur les différences. Et donc pendant des années, les études qui ont été menées par exemple en neuroimagerie, elles ont visé à moyenner des résultats de groupes de sujets, normaux, hommes, femmes, etc., et à regarder en moyenne comment les cerveaux se comportaient. Et depuis quelque temps, il y a une recherche finalement un peu inverse qui vise à comprendre à quel point nos cerveaux peuvent être différents morphologiquement, ça on le sait. Donc on sait par exemple qu'Einstein avait un cerveau beaucoup plus petit que le cerveau moyen masculin et personne n'oserait dire qu'il était moins intelligent. Et donc il y a de plus en plus une tendance à essayer de comprendre jusqu'où nos cerveaux sont différents, jusqu'où ces différences sont des marqueurs de quoi que ce soit, parce que jusqu'à aujourd'hui, on serait bien en mal de dire que la taille du cerveau est corrélée à l'intelligence, par exemple, parce qu'il y a eu des études qui ont montré, par exemple, que les sujets qui ont une intelligence très supérieure à la moyenne, finalement, quand ils font une tâche, ils activent beaucoup moins de régions que des gens qui ont une intelligence dans la moyenne, parce que finalement, c'est assez logique. C'est comme si vous aviez une armée très puissante. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des gros bataillons parce qu'elle est très puissante. Alors, je n'aurais pas dû prendre la métaphore de l'armée en ce moment, mais c'est la métaphore en général qu'on utilise pour le cerveau. Et donc du coup, finalement, la taille de notre cerveau ou sa forme ou son organisation, alors évidemment, sauf des cas extrêmes, mais finalement, on ne sait pas exactement quel effet ça a sur la façon dont on l'utilise. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on utilise tous notre cerveau de manière différente et que ces différences, elles sont sans doute plus importantes entre deux sujets tirés au hasard que par exemple entre le groupe des hommes et le groupe des femmes. Donc par exemple, si je vous dis le mot vert, certains vont penser à la couleur, certains vont penser à un ver de terre, certains vont penser à vers, la direction. De la même façon, si je vous demande comment vous faites 10, certains vont dire 5 plus 5, d'autres vont dire 9 plus 1, d'autres vont dire 8 plus 2. Et donc, on a tous des façons différentes de résoudre un problème, d'apprendre, on a des motivations différentes, et donc on a une éducation différente, on a appris différemment. Et donc, au final, de plus en plus, après avoir voulu homogénéiser les cerveaux, les étudier en moyenne, faire des grands groupes, les hommes, les femmes, les surdoués, les gens qui ont une intelligence dans la moyenne, etc., il y a quand même une tendance, et peut-être qu'elle est produite aussi par le fait qu'avec l'intelligence artificielle, les gens vont pouvoir étudier plein de données différentes. Mais le fait est que de la même manière qu'il y a une médecine personnalisée qui est défendue, il y a aussi maintenant peut-être l'acceptation de cette idée qu'on n'est pas tous obligés d'utiliser notre cerveau de la même façon et que les enfants apprennent au même rythme, avec les mêmes méthodes, tout le monde pareil. Voilà. Édouard Gentas ? Oui, alors pour moi, ce serait vraiment ce que tu dis, c'est un peu les neurosciences qui sont en train de redécouvrir la psychologie différentielle il y a 50 ans, qui montrait qu'à côté de la psychologie générale, qui étudiait les moyennes et les fonctionnements généraux, moyens, il y avait à côté, en parallèle, tout un tas de gens qui s'intéressent justement aux différences individuelles. Et puis à Paris, il y avait le fameux professeur Reclin qui avait proposé le modèle de vicariance qui dit que pour résoudre un problème, on a plein de stratégies différentes et que selon les contextes. Et en fait, cette discipline-là a été un peu laissée de tomber. Et plutôt, on va dire que les postes, l'énergie, tout ça s'est mis plutôt en psychologie générale. Puis il y a eu le même phénomène peut-être en neurosciences, et les neurosciences sont en train de s'apercevoir aussi que le Moyen-Âge du groupe général, ça pas, c'est une façon de voir les choses, mais on peut aussi avoir une perspective différentielle sur nos fonctionnements cérébraux. Et donc, il y a eu le même processus il y a 50 ans. Et c'est pas du tout nouveau, c'est à la fois, soit on fait du général, puis on s'aperçoit que ces extrêmes-là, en fait, c'est pas du bruit, c'est plus compliqué que du bruit,
soit on va étudier qu'en fait, il y a des spécificités de fonctionnement pour résoudre des tâches et que selon les individus, ils vont utiliser tel ou tel processus. Exactement, ce qui était vrai pour la psychologie est en train de s'appliquer exactement au fonctionnement. Neurodiversité, en tout cas, moi, ça m'intéresse bien. Est-ce que ça suscite... Ah, je vois une main se lever. Oui, au fond, quelques... Oui, j'avais une question sur la différence de rythme dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que dans les écoles, il est prévu soit parfois des sauts de classe, soit des maintiens. Je voulais avoir vos points de vue de spécialistes sur ces pratiques, s'il vous plaît. Moi, je peux répondre. En fait, ce qui est très important, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la compréhension qu'a l'enfant de ce qu'on attend de lui. C'est très important qu'un enfant soit en adéquation avec ce qu'on attend de lui, l'effort qu'on attend de lui à un moment donné. Et donc la décision de rester dans une classe ou de sauter une classe, ça doit être avant tout une décision qui est centrée sur l'enfant. Donc quand on décide de lui faire sauter une classe, c'est parce qu'on a peur qu'il soit dans un niveau inférieur à ce qu'il est capable de fournir comme effort et que du coup il s'inhibe et que du coup il ne mette pas en place les procédures qui lui permettent de fournir un effort pour résoudre un problème qu'on lui propose. Quand au contraire on décide alors je dis on au sens large, c'est pas moi, mais quand il y a une décision de maintenir un enfant dans un niveau, c'est parce qu'on considère qu'il n'a pas suffisamment acquis, il n'a pas les prérequis qui vont lui permettre de résoudre les problèmes qu'on lui proposera l'année suivante, justement. Et que finalement, il a peut-être acquis des choses de manière superficielle qui lui permettent de fonctionner, mais que si la complexité augmentait, ou le nombre de choses à faire augmentait, finalement, il aurait peut-être du mal à le faire parce que quelque part, il a appris vraiment la procédure, par exemple, de poser une addition et de la résoudre, mais il n'a pas compris encore que les nombres recouvrent des quantités qui sont perceptibles, des petits tas, des plus gros tas, que par exemple, quand on multiplie, on doit forcément avoir un résultat plus important, parce que y a vraiment le concept de multiplication, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc finalement, la décision du maintien ou de sauter une classe, elle doit toujours être vue par rapport à où en est l'enfant par rapport à ce qu'on attend de lui et ce qu'il va être capable de fournir comme effort vis-à-vis des acquisitions qu'il a déjà faites. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en danger un enfant en lui faisant passer des classes simplement pour lui dire c'est très bien, tu passes des classes, mais en même temps qu'il n'ait pas ces prérequis dont il aura besoin toute sa vie, vraiment des concepts de base. Et il n'est pas question non plus de conserver un enfant dans une classe qui réussit, mais qui risque de finalement ne pas mettre en jeu toutes ses capacités parce qu'il n'en a pas besoin pour ce qu'on lui demande de faire. Donc cette question dont on parlait tout à l'heure du goût de l'effort, d'apprendre à apprendre, de mesurer l'étendue de ses connaissances et de ses méconnaissances, elle est vraiment très importante parce qu'elle est justement, c'est elle qui doit guider les choix qu'on fait sur le maintien, le redoublement, le saut, etc. Enfin, de mon point de vue. Il nous reste quelques petites minutes. Vous voulez réagir tous les deux Moi, vite fait, puisque oui, Sandrine. Je ne vais pas abuser du peu de temps. Il faut vraiment, sur la question des enfants précoces, lire Wilfried Ligné, qui a travaillé là-dessus et qui a écrit un livre qui s'appelle « Sociologie des enfants surdoués », qui montre que ces enfants qui manifestent des compétences réellement exceptionnelles à l'école en termes de précocité sont des enfants qui ont été, très fortement... entraînés chez eux par leurs parents qui investissent là-dedans. Alors je peux pas dire si à l'avenir de ces enfants les effets, mais qui ont qui ont construit dans l'espace familial des compétences pour que ces enfants soient précoces. Ils le sont dans le sens où ils ont bien les performances qu'on leur prête. Souvent ils vont les faire tester par des psychologues qui peuvent valider ou invalider ce que le parent ressent. Mais avec un discours aussi, il risque de s'ennuyer à l'école, dépérir, etc. Mais c'est quand même une stratégie parentale, dans le jeu scolaire, dans le sens où la précocité, elle est valorisée scolairement, toujours. Alors voilà, c'est comme ça. Beaucoup plus que de passer plus de temps pour réaliser des apprentissages de base.
voilà, et les autres. Et voilà. Donc ça correspond. C'est important de le savoir quand même de justement démystifier cette idée de précocité intellectuelle. Avant on parlait de don, maintenant on parle plus de précocité intellectuelle. Et de voir quand même, de regarder ce qui se passe dans l'espace familial. Hein. Voilà. Mais c'est tout, je me tais. Non, Édouard Gentas, vous allez conclure du coup en répondant à cette question, allez-y. Oui, alors moi je partage ce qu'ont dit mes collègues. Moi je suis pas très fan de ces sauts de classe et tout ça. Moi je crois qu'il faut plutôt, ça dépend dans la relation que vous avez avec l'enseignant, mais typiquement moi j'activerais plutôt le levier différenciation avec l'enseignant, c'est-à-dire de plutôt travailler sur si par exemple cet enfant-là a besoin de stimulation, comment dans la classe proposer des tâches différenciées, où par exemple il y aurait l'enfant qui est plus rapide pourrait aider celui qui est en dessous, faire du tutorat ou être stimulé ou proposer des autres choses ou faire des allers-retours, mais parce qu'il faut bien penser il peut pas avoir que les résultats scolaires en maths lecture qui vont dire je permets le passage. Il faut aussi penser à la personnalité, ses compétences émotionnelles. Si il passe une classe parce qu'il est beaucoup entraîné à la maison, il lit très vite, il a une fluence, voilà, tout va bien, il réussit, il est très fort, mais qu'après c'est extrêmement compliqué pour lui, qu'il n'a aucune relation sociale et qu'il a perdu tous ses amis, je trouve que le prix à payer est assez élevé. Donc c'est vraiment une décision importante, vraiment globale. Et peut-être qu'il y a une vraie discussion à avoir avec l'enseignant sur comment il peut différencier, faire des allers-retours ponctuels, le mettre en défi sur telle ou telle compétence s'il réclame de la stimulation. Mais il ne faut pas oublier la dimension sociale et affective, parce qu'il faut que l'enfant il ait toujours plaisir à aller à l'école pour qu'il ait le plaisir à apprendre. Plaisir à apprendre, dimension sociale, dimension affective, apprendre à apprendre et neurodiversité. Merci beaucoup pour toutes ces notions qui vont peut-être favoriser notre intelligence collective. Donc, merci d'avoir partagé vos recherches et vos observations. Alors, Sylvie Choqueron, je rappelle le titre de vos ouvrages, Peut-on mesurer l'intelligence, aux éditions du Pommier, et Un jour dans le cerveau d'Anna, notre cerveau décrypté par les neurosciences, aux éditions Erol. Merci Édouard Gentas d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle aussi vos ouvrages La main, le cerveau et le toucher, approche multisensorielle et nouvelles technologies chez Duno, et L'enfant prématuré, développement neurocognitif et affectif. Je crois même que vous avez un nouveau livre en préparation. Exactement. Sur les mythes en neuroéducation. Les neuromythes et neurosciences et écoles qui va sortir Odile Jacob en septembre. On va suivre ça avec attention. Merci Sandrine Garcia, et je cite vos ouvrages: À l'école des dyslexiques, naturaliser ou combattre l'échec scolaire à la découverte, et Le goût de l'effort, la construction familiale des dispositions scolaires. Merci à vous qui êtes en public avec nous à la BNF. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous suivront sur la chaîne YouTube de la BNF. Rendez-vous le 5 mai prochain pour un nouveau débat au cœur de la science, l'avant-dernier de ce cycle consacré aux intelligences au pluriel. On se demandera si l'on peut parler de l'intelligence des plantes. Les végétaux auraient-ils quelque chose à nous apprendre, peut-être, sur d'autres formes d'intelligence et de manière de s'adapter au monde? Ce sera le 5 mai prochain. Ici, merci à toute l'équipe et au service du département sciences et techniques de la BNF. Bonne soirée à tous et à toutes. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.